Bonsoir à tous, c'est l'heure du NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Merci et bienvenue si vous nous rejoignez, très heureux de vous retrouver. Merci à Evelyne Débat qui a assuré la présentation de votre magazine durant ces vacances. Au menu ce soir, les nouvelles réformes en vue du côté de l'éducation nationale en cette veille de rentrée scolaire. Dans l'actualité politique, nous évoquerons les prémices du nouveau parti de gauche porté par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Semaine également marquée par cette triste nouvelle, le décès de l'ex-premier ministre ivoirien Charles Konan Banny. Enfin, nous parlerons du putsch en Guinée, une semaine après les événements. Voilà pour le sommaire de ce NCI 360. Pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, André Silver Konan, journaliste fondateur d'Ivoire Hebdo. Bonsoir André Silver. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alafé Wakili, journaliste directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Guillaume Bateau, journaliste secrétaire général du SYNAPSI. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Ali. Aristide Nkenda, journaliste éditorialiste. Merci d'être là, Aristide. Bonsoir Ali. Arthur Banga, historien, analyste politique. Merci à Arthur d'être là. Bon retour. Enfin, Sylvain Guédé-Débaï, journaliste et rédacteur en chef de ConnexionIvoirienne.net. Merci Sylvain d'être là. Merci. Merci à vous, messieurs. Ça fait plaisir de vous retrouver. Bon retour Ali. Merci beaucoup. Alors, à l'occasion de la réunion de la rentrée scolaire 2021-2022 qui s'est tenue jeudi à Bouaké, la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, a annoncé une série de réformes pour améliorer le système éducatif national. Entre autres réformes, le retour de la dictée classique, le retour des coefficients par discipline et l'annulation du droit de passage automatique d'une classe à une autre. Les précisions de Nadia Edja et Aruna Zebaï, on en parle juste après. L'école ivoirienne est résolument engagée vers une nouvelle ère. Depuis sa prise de fonction en qualité de ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné n'a cessé de mettre les petits plats dans les grands pour améliorer le système éducatif ivoirien. Après les États généraux lancés le 19 juillet à Abidjan, Mariatou Koné vient de prendre d'autres décisions importantes pour rehausser le niveau des élèves en Côte d'Ivoire. Il s'agit entre autres du rétablissement de la dictée dans sa forme ancienne et des coefficients par discipline dès le premier cycle du secondaire, ainsi que l'instauration d'une évaluation annuelle des écoles privées. Des décisions qui devraient permettre de contenter la population qui a appelé de tous ses voeux le retour à la dictée. Et ça, c'est une très belle nouvelle, parce que nous-mêmes, on avait fait la dictée. Aujourd'hui, là, quand tu interpelles un enfant sur même la dictée, sur une phrase, déjà, tu peux retrouver 10 fautes. Donc, si la dictée revient, tout se remet en place et l'enfant va savoir s'exprimer, savoir même écrire les mots, tout et tout. Dans notre temps, il y avait des dictées préparées qu'on faisait et aussi des dictées qu'on faisait au BPC. Voilà, et cette initiative-là nous permettait de nous améliorer dans le vocabulaire, dans la grammaire aussi. Voilà. Mais s'ils ont pensé bien de ramener encore cette pratique-là, c'est pour améliorer les élèves et les étudiants de maintenant à pouvoir s'améliorer. Parce que la venue de la technologie aujourd'hui a un impact au niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire ici. À partir de la 4e, on avait les coefficients de mathématiques en physique sont revenus, c'est bon. Nous, ça nous a aidé. Parce que l'élève qui est en 6e, la 6e en 3e, qui fait le coefficient 1, et arrivé en seconde, il passe en mathématiques, en coefficient 5, il est carrément perdu. Les réformes qui sont prises sont très intéressantes, dans la mesure où ça demande maintenant, ça fait place à l'excellence. Celui qui doit aller de l'avant, c'est celui qui doit mériter, pas celui qui ne mérite pas. Surtout qu'on nous disait que du primaire, pour passer à une autre classe, on n'avait même pas besoin d'avoir la moyenne. Donc ça veut dire en réalité, on n'avait plus besoin d'aller à l'école pour aller en classe supérieure. De façon spécifique, ces réformes contribueront à corriger les insuffisances révélées par le PASEC 2019, programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène. Selon cette étude, 66,9% d'élèves ne disposent pas de compétences favorables à la poursuite de leur apprentissage, avec des lacunes en lecture et calcul pour ceux du primaire. Alors, ces réformes ont été diversement appréciées dans l'opinion. On a vu certains qui ont salué ces réformes annoncées par la ministre de l'Éducation nationale. Il y en a d'autres qui sont contre, qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas en phase avec Mariatou Koné. C'est le cas d'Arthur Banga, notamment, qui a fait une sortie sur sa page Facebook. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ces réformes essentiellement? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous dérange dans ces réformes? Il y a des choses...
une ou deux choses intéressantes. Prenons par exemple le retour de la dictée. Ça, c'est bon. C'est Ça, une c'est bonne bon parce chose. que la dictée reste un exercice complet pour évaluer, mais ça ne doit pas être le seul exercice pour évaluer l'orthographe. Voilà, mais c'est un exercice intéressant. Et le retour de la dictée, oui, ça peut contribuer. Encore que, je vais peut-être vous choquer, mais les gens disent qu'il faut qu'on fasse l'école comme avant. Moi, quand j'ai un élève, quand il écrit, par exemple, les enfants mangent sans S, je prends à côté mon ordinateur, j'écris les enfants mangent. Si l'ordinateur souligne le S, je ne sanctionne pas tout de suite l'élève. J'attends la correction, je lui demande, mais pourquoi tu n'as pas mis S? S'il comprend sa faute, je ne le sanctionne même plus. S'il ne comprend pas, je le sanctionne. Pourquoi? Parce que l'enfant d'aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, il aura l'ordinateur dans son quotidien. Donc, quelque chose que l'ordinateur corrige aujourd'hui, on ne peut pas regarder comme autant on n'avait pas l'ordinateur. Il doit comprendre le mécanisme. Ça, c'est très important. Donc, ce que moi, je vérifie, c'est comprendre le mécanisme. Ça, c'est pour la dictée. Ça peut revenir, mais... Certains pourront vous dire, mais vous avez été formé au temps où il n'y avait pas d'ordinateur, mais vous avez eu une bonne formation. Avant, il n'y avait pas de boîte automatique. Donc, au permis de conduire, on insistait sur manipuler, mais dans quelques années... Mais si la formule a fonctionné il y a quelques années, elle peut fonctionner aujourd'hui. On n'a pas un pays pauvre. Donc, on n'a pas tant fonctionné que ça. On a un système scolaire, Ali. Prenez votre photo de CP1. Plus de la moitié de vos amis de CP1 ne sont pas arrivés en terminale. On a un système qui détruit nos enfants, qui ne les accompagne pas. Plus de la moitié des élèves engagés en CP n'arrivent pas en terminale. Parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Parce qu'on a nos classes. En fait, on a hérité de l'école coloniale, qui cherchait les excellents pour les employer. Mais l'école, ce n'est pas fait pour les excellents. L'école, c'est des élèves dynamiques, diverses. Et on doit trouver le moyen pour que chacun d'entre eux s'épanouisse. Et vous estimez que ces réformes-là constituent un frein? Quand on prend les coefficients, c'est un frein. Parce que les coefficients disent quoi? Ils disent que l'élève de mathématiques, l'élève de français est un bon élève. On peut avoir 18. En français, en mathématiques, on t'applaudit. Mais quand tu as 18 en sport, tu es moqué. Ça veut dire on dit aux enfants, les maths, c'est 3 fois le sport. C'est faux. Notre société, elle a aussi besoin de mathématiciens, de sportifs. Donc, il faut encourager tous les enfants à s'épanouir. D'accord. Je reviendrai à vous tout à l'heure. André Silver-Conan, vous aussi, vous alliez un peu dans le sens d'Arthur Banga? Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec le retour des coefficients au premier cycle, pour la simple raison que je reviens toujours à ce que j'ai dit, pourquoi va-t-on à l'école? Voilà, on va à l'école au primaire déjà, c'est pour savoir lire, écrire, calculer. Au premier cycle, le premier cycle, si vous voulez, prépare donc l'élève à aller au lycée, au second cycle. Le second cycle prépare en vue d'une spécialisation supérieure. Vous voyez. Quand on dit second cycle, on s'entend bien de la 6e à la 3e. Non, second cycle de la 6e à la 3e. C'est ça. Second cycle de la seconde en terminale. Voyez-vous. Et donc, j'estime que cette forme d'éducation qui a consisté à hiérarchiser, à catégoriser l'intelligence entre scientifique et littéraire n'est pas forcément... la bonne formule. Voilà, n'est pas forcément la bonne formule. J'estime pour autant que, en lisant le discours de la ministre, elle dit que ce sont des réformes urgentes, à savoir un retour vers le passé en attendant les résultats des États généraux pour lesquels, depuis le lancement, je n'ai pas encore entendu parler. Et donc, pour moi, il est vraiment important qu'on identifie clairement les problèmes. Par rapport à la dictée, bon, je ne suis pas tout à fait contre, mais quel genre de dictée aujourd'hui, au XXIe siècle? La dictée préparée, la dictée de contrôle. En France, il y a diverses formes de dictée. La dictée négociée, la phrase dictée du jour, et ainsi de suite. Et donc, il est important qu'on identifie clairement nos problèmes pour pouvoir y apporter des solutions, parce que le rapport du PASEC dit que 82% des élèves du primaire ne sont pas à mesure de lire une phrase correcte pendant 1 minute. 82% des élèves. Du primaire. Il parle de lecture. Voyez-vous. Donc, je pense que le problème, il se pose davantage en termes de lecture que certainement de dictée. Très bien.
Alafé Ouakili, vous avez l'impression aussi qu'il n'y a pas eu suffisamment de temps pour analyser, pour décrypter les causes avant de proposer ces réformes? Oui, certainement. Il y a les états généraux qui ont été lancés. C'est un cycle qui va prendre 10 mois. On s'était interrogé sur la pertinence et l'opportunité de cette réflexion avec le temps que ça prendrait. Pendant ce temps, on nous sert des réformes qui sont dites urgentes sans qu'il y ait eu une large concertation, sans doute, et puis qui tombent comme ça à quelques jours de la rentrée, qui doivent être appliquées. Là encore, il est possible de faire débat sur tout. Vous voyez, il y a une sorte d'unanimité sur la question des coefficients. Et il faut noter qu'on a une note de l'Inspection générale de l'éducation nationale qui avait été sollicitée par le ministère pour réfléchir sur la question. Et l'inspection a dit que c'est une réforme. L'uniformisation et la disparition des coefficients a commencé en 2002. Ce n'était même pas une réforme de la ministre Kandia Samptil. C'est en 2002 que ça a démarré avec les différents ministres et puis ça a été poursuivi à partir de 2009. Et elle est venue, elle a fait sa part en 2012-2013 pour que au premier cycle, ça disparaisse. Si aujourd'hui, il faut changer, eu égard à tout ce qui s'est passé depuis 2002, ce qui fait 19 ans, il y a eu la poursuite d'un processus, 19 ans de pratique. Si on doit changer cela, il faut peut-être attendre les états généraux, il faut attendre la grande concertation et non le faire dans la précipitation. Concernant la dictée, on peut en parler. Il y a eu des obstacles. Les gens ne se sont pas levés un matin comme ça pour dire on ne fait plus la dictée. Il y a la diction. Il y a des gens il y a des instituteurs aujourd'hui, on parle des niveaux. Mais quel type d'enseignants, qu'est-ce que les enseignants vont aller faire comme dictée? Il faut savoir faire la dictée, il faut savoir lire soi-même avant de faire la dictée aux gens. Et il semble que souvent, les apprenants avaient des difficultés par rapport aux compétences, à la diction et à la capacité à dire les mots même des enseignants. Parce que, voyez-vous, on n'est pas, même au cinéma, au théâtre, il y a l'art oratoire. La dictée, à l'époque, lorsque l'enseignant fait une dictée, il doit lui-même avoir des compétences en matière de langue, en termes linguistiques. Et ce n'est pas tous qui sont formés à cela. Donc, si on pense que c'est mieux que le style lacunaire aujourd'hui, si on pense que nos enseignants sont outillés et qu'eux-mêmes, ils sont très brillants, ils savent bien écrire, qu'ils pourront lire des textes, parce que c'est un peu comme la poésie. Oui, il faut savoir lire les mots. Bien sûr. Lorsqu'on dit l'élève, lorsqu'on dit les éléphants, avec des accents ou sans accent, il faut faire la différence dans la lecture. Il y a des adultes qui ne savent pas dire ça. Ils ne savent pas dire, des adultes de l'ancienne époque même de la dictée. Bien sûr. Il y a des gens qui ont ces lacunes qu'ils continuent de traîner dans les débats publics. Il faut souhaiter que si ça revient, toutes ces difficultés-là soient prises en compte. Vous sembliez dire aussi qu'il faut attendre, enfin, il fallait attendre les résultats des États généraux avant de se prononcer. Il y a un de nos téléspectateurs qui dit, en attendant ces conclusions, la ministre a pris la bonne décision. C'est votre avis, Aristide? Bonne décision, je crois qu'il y a eu précipitation. Précipitation, pourquoi? Parce qu'Alafé Ouakili, il explique bien. Il remonte à la décision qui a été prise d'ailleurs en 1995, mais appliquée en 2002. Et à l'époque, la ministre Kandia Camara n'était pas là. Pourquoi est-ce que la démarche de professeur Mariatou Koné gêne? C'est parce que derrière, il y a comme une communication qui tend à faire croire que la ministre Kandia Camara n'avait rien fait et que c'est l'uniformisation des coefficients. Non, c'est une impression. Mais je rapporte... Qui n'est pas forcément partagée par tout le monde. Je rapporte donc les constats. Et c'est pour ça que ça crée problème. Donc, l'uniformisation en tant que telle n'est pas un véritable problème. Le véritable problème qu'on a dans l'école, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, partout ailleurs, c'est la qualité de l'enseignant. Ce n'est pas justement les enfants qui sont mis en cause, c'est la qualité de l'enseignant qui pose problème. Et Alafé Ouakili pose un vrai problème, et je crois qu'André Sibé-Kona aussi pose le problème. Quand on lance les états généraux, c'est qu'il y a une crise. Je crois que si on dit que l'école est malade, on ne peut pas être nommé ministre, 2 mois après on constate
qu'il y a une crise de cette nature. Même l'histoire des États généraux. Les États généraux ont une histoire depuis le XIVe siècle. Et c'est parce qu'en France, le roi avait des difficultés. Et s'il y a crise, il faut que vous ayez l'occasion de constater. Et si vous constatez et vous lancez les États généraux, vous attendez les résultats. Maintenant, il faut quand même qu'on précise que quand on a harmonisé les coefficients, c'était jusqu'en classe de 5e. Et à partir de la classe de 4e, on pouvait donc revenir sur les coefficients pour permettre aux enfants, parce qu'on estimait qu'en harmonisant les coefficients, on permettait à tout le monde d'être dans le talent de s'exprimer. De s'exprimer. Et à partir de la classe 4e, on ramène les coefficients pour que les gens se préparent à la spécialisation à partir de la classe de seconde. Maintenant, en annulant l'harmonisation des coefficients, ça pose un autre problème. Ça bloque le processus qui a été enclenché par la ministre Kandia Camara, qui était un projet du président Ouattara lorsqu'il prend le pouvoir en 2011, c'était de permettre à tous les enfants d'aller à l'école. Et à partir du moment où vous ramenez les coefficients à partir de la classe de 6e, ça va créer un goulot d'étranglement. Et ce que dit bien Arthur Banga, justement, ça ne permet pas à tous les enfants. Mais seulement, je ne suis pas d'accord avec Arthur lorsqu'il dit que tous les enfants ne sont pas accompagnés, les enfants n'arrivent pas. Mais les raisons sont multiples. Il y a des enfants qui sont dans des familles qui n'ont pas de moyens pour aller à l'école. Moi, j'ai découvert le livre en classe terminale. Moi, j'ai eu des je ne parle pas de moyens. Je veux dire, ils ne sont pas accompagnés. Je donne un exemple clair d'enfant qui n'est pas accompagné. 2 exemples. Vous savez, moi, j'ai connu ce choc-là quand j'ai pratiqué l'enseignement ailleurs. En Côte d'Ivoire, un élève qui a 7 de moyenne, on n'en parle même pas au conseil de classe. On le renvoie. Vous comprenez? On le renvoie et si ses parents n'ont pas d'argent, il va à la rue. Même quand on le fait redoubler, il n'a pas le droit de redoubler une 2e fois, on le renvoie. Quand vous êtes dans d'autres pays, un enfant qui a 7 de moyenne, le conseil de classe va s'asseoir. Voici un enfant qui a 7 de moyenne. Mais il peut avoir 14, par exemple, en maths, 13 en physique. Il est en classe de 4e. Mais déjà, il y a un bloc scientifique qui se dessine. On ne le renvoie pas. On ne le fait même pas doubler. On le fait passer en classe supérieure. En se disant que déjà, cet enfant-là nous a montré des talents en sciences. Et à la rentrée ou avant de partir, on reçoit ses parents avec l'enfant. On lui explique, voilà, tu as eu 7 de moyenne générale, c'est mauvais, mais tu réussis à dégager en sciences. On voit bien que tu seras scientifique. Mais attention, il faut que tu fasses des efforts en français et en anglais. Est-ce que les parents peuvent l'aider? Est-ce qu'ils peuvent prendre un cours de renforcement? Est-ce que le lycée a les crédits pour créer une bibliothèque, pour que l'enfant s'inscrive dans un club littéraire? On accompagne l'enfant. Et l'enfant dont je vous passe, c'est un cas réel. Je l'ai eu en 2012. Aujourd'hui, il a fait un master en biochimie. En Côte d'Ivoire, il serait dans la rue. À cause de... Et quand on ajoute les coefficients, ça devient plus grave. On a un système qui tue nos enfants. Et c'est dangereux. Il faut l'arrêter. Alors, alors, Guillaume Bateau, allez-y. Bon, d'abord, il faut que je confesse que je ne suis pas un très grand spécialiste en matière d'éducation. Personne parmi nous. Non, moi, quand même, je rappelle, bien sûr, Arthur Banga, il est enseignant, évidemment. Mais je tiens à préciser, avant de vous redonner la parole, que ce débat sera fait avec le personnel éducatif des enseignants. Il n'y a aucun mal à reconnaître déjà qu'on n'est pas très grand spécialiste. Exactement. Ce que je peux dire, je crois que mon frère Arthur, il ne faut pas qu'on mélange un peu tout. Pour en venir aux réformes, il y a beaucoup de réformes. On se focalise sur les dictées, sur les coefficients. Moi, je veux parler d'un cas pratique qui m'a réjoui. J'ai accompagné ma fille il y a quelques jours. J'avais préparé... Pas dit le nom de l'école. Je ne dirai pas le nom de l'école. L'école publique, je pense. L'école publique. J'avais préparé un peu d'argent par rapport au passé, parce qu'on m'avait donné un certain montant. Arrivé là-bas, j'ai eu le bonheur. Il me dit, ah non, M. Bateau, cette année, on n'a pas besoin de ça, vous pouvez repartir avec. J'étais très heureux de partir à mes sous. Donc ça, déjà... On va le partager à la fin de l'émission. Bon, c'est pas évident que j'en ai encore. Mais je veux dire que ça, déjà, la suppression des frais annexes, par exemple, est une bonne chose. Vous l'avez vécu, vous l'avez pratiqué cas même. Concret, bon, comme j'ai été censuré, je n'avais pas dit le nom de l'école, je ne dirai pas. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, je pense que le problème de l'école ivoirienne, il a beaucoup d'origines. La surpopulation des classes, le manque de tables-bancs, il y a beaucoup de problèmes. Pour en revenir aux questions spécifiquement liées aux coefficients à la dictée, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est d'accord que le niveau de nos enfants a baissé par rapport aux générations antérieures? Je dis oui.
Je dis oui. Et je crois, c'est Arthur qui a donné un chiffre, mais c'est André, qui a parlé de 82% qui ne savent pas lire. Mais ça, c'est en primaire qu'on règle, ce n'est pas les coefficients qui règlent ça. C'est un mauvais diagnostic. Je viens. Arthur, attention, laissez Guillaume aller au bout de son raisonnement. Je me reviendrai à vous. Vous, les spécialistes d'éducation, vous aurez le temps largement d'en parler. Mais je dis que si on est d'accord que depuis des années, le niveau des enfants baisse, il y a un effort à faire. Est-ce la meilleure solution? Il faut attendre pour voir les résultats. Parce que souvent, Aristide a dit, oui, c'est une réforme qui a été proposée en 1995, mais dans quelles conditions? Parce que souvent, on voit que des réformes qui sont imposées par les bailleurs de fonds. Ah oui, je le dis. Oui, ça arrive. C'est pas la il y a règle. des réformes souvent, il y a des réformes qui sont imposées par les bailleurs de fonds sur la base d'un certain nombre de crédits qui sont alloués, etc., etc. Nous, qui sommes allés à l'école, et ceux qui sont allés à l'école avant nous, on a fait la dictée, on a fait les coefficients, et bon, as-tu dit, oui, ça détruit les enfants. Mais la question qui est en cause, ce n'est pas forcément les coefficients. Est-ce qu'on prévoit des passerelles, par exemple? Si on se rend compte que cet enfant, comme il a expliqué, il est bon en sciences, ou il est bon en technique, il n'y a pas de passerelle. Il peut être bon en sport. Il peut être bon en sport. Il faut être capable de décréter dès le début. D'accord. Mais pour terminer sur la question, je pense que ces réformes qui sont proposées, il faut les regarder. Et en tout cas, il y a beaucoup de côtés positifs. Et moi, j'encourage Madame la ministre à continuer et surtout à diminuer les frais annexes. Très bien. Sylvain Debailly n'a pas encore parlé. Allez-y. Oui, comme l'a dit Guillaume Bateau, sans être spécialiste de l'éducation, mais nous avons quand même été des produits de cette école-là. Nous avons vu, moi je suis allé à l'école en 1982. De 1982 en sortant en 2003, j'ai quand même traversé beaucoup de péripéties et nous avons été soumis à des réformes tout au long de ce cursus-là. Donc, nous sommes des produits de l'école, on peut donc en parler. Pour dire quoi? Pourquoi? Moi, je trouve même que Mariatou est pour le moment à l'étape de réformette. Elle n'est même pas encore entrée dans le vif du sujet. Ce qu'elle fait aujourd'hui, comme elle a précisé, sont des réformes urgentes. C'est-à-dire que c'est des réformes même qui ne coûtent même pas encore beaucoup d'argent à l'État, qu'on peut faire maintenant sans dépenser un sou. De retour des coefficients, la dictée qui revient, etc. Mais dans le fond du problème, la question qu'on se pose, c'est pourquoi on réforme? Pourquoi on réforme? Mais on réforme parce qu'il faut adapter notre école à l'évolution de la société. Nous sommes partis de 1960, la Côte d'Ivoire, pays indépendant. En ce moment-là, de 1960 jusqu'au lendemain des années 80, il fallait, la politique du Fouet, c'était de décoloniser l'école. Parce que, bon, c'était l'école telle qu'elle avait été implémentée par les colons, etc. Donc, il fallait maintenant une école ivoirienne. On a parlé à un moment donné d'ivoirisation des cadres, donc il fallait des produits ivoiriens. On est parti avec la réforme Kipré, mais qui, quelque part, a eu des problèmes parce qu'elle était influencée par les bailleurs de fonds qui ont dit désormais, ben, écoutez, si vous voulez que nous vous aidons, voilà ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. En particulier, l'introduction du privé, la concession de l'école au privé. C'est comme ça qu'on a commencé à voir les écoles privées qui aujourd'hui sont quand même une gangrène aussi dans le système éducatif. Donc je pense que Mariatou commence bien. Pour vous, c'est un bon début? Oui, c'est un bon début. C'est vrai que les États généraux arrivent pour pouvoir vraiment recadrer maintenant tout ça, mais c'est un bon début. Très bien. Voilà. Alors, une question pour Arthur et pour tout le monde. Monsieur Constant Kouadio nous écrit de Yamoussoukro. Il dit « Je suis professeur dans un lycée de Yamoussoukro. Pour le débat de ce soir, j'ai une question pour monsieur Arthur Banga. Il est contre le retour aux anciens coefficients. Je veux qu'il m'explique le fait qu'on n'ait pas les mêmes volumes horaires. Au premier cycle, on fait 1 heure en musique, 1 heure en arts plastiques et 4 heures en mathématiques. Pourquoi ne demande-t-il pas une uniformisation des volumes horaires ?» C'est une très belle question. Et venant d'un prof, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage. Donc, et il y a ce qu'on appelle l'évaluation, il y a ce qu'on appelle la préorientation et l'orientation. Dans l'apprentissage, on peut effectivement dire que comme les compétences qu'on recherche sont plus à retrouver dans une matière, cette matière a plus de temps. Et d'ailleurs, c'est au détriment des autres matières. C'est-à-dire que le prof d'art, par exemple, il voit l'élève 1 fois par semaine. Et encore en Côte d'Ivoire, on choisit entre art et musique. C'est-à-dire que tous d'autres stars de la musique, elles doivent rien à l'école. Parce que l'école ne leur a rien appris en musique. C'est déjà grave. Mais ce n'est pas grave. Donc, je lui explique. Et comme on veut que ces compétences qu'on recherche soient dans certaines matières, on les met là-bas. Donc, ça explique le volume horaire. Et quand
on veut modifier les programmes. Parce que dans la réforme, on ne touche pas les programmes. Aujourd'hui, l'anglais se fait encore au CM2. Mais dans les écoles où les grands types envoient leurs enfants, là, l'anglais se fait depuis le CE1. Voilà. L'informatique. Aujourd'hui, on parle encore allemand. Alors que la Chine, le monde arabe devient important. On n'a pas encore de profs d'arabe ni de chinois. Ça, c'est des questions. Mais vous comprenez. Les coefficients tuent l'évaluation. Parce que ça ne permet pas de bien voir les talents de chacun. Or, le rôle du collège, c'est de favoriser la préorientation et l'orientation. C'est-à-dire qu'au collège, on doit savoir, l'enfant de Guillaume Bateau, qu'est-ce qu'il a de bien en lui, en quoi il performe pour que la société l'utilise. Est-ce qu'il performe en art? Donc la société va l'utiliser en art. Est-ce qu'il performe en maths? Mais quand vous dites à cet enfant-là que ne prépare pas les devoirs d'art, parce que ce devoir compte 1 point, prépare les devoirs de maths, on ne peut pas savoir. Voilà pourquoi je suis contre les coefficients. Parce que les coefficients, d'abord, ça donne une mauvaise idée de notre société. Ça donne une société qui privilégie d'autres matières à une autre. Et donc, inconsciemment, on envoie des élèves sur une autre chose. Deuxième chose, ça brouille l'orientation et la préorientation. Troisième chose, je vais terminer rapidement, Ali. Terminer, oui. La solution des coefficients, c'est la solution de la facilité. Parce qu'on nous dit quoi? On nous dit, on s'appuie sur les rapports qui disent que les enfants ne savent pas lire. Mais c'est au primaire qu'on lit. Ce n'est pas au collège. Donc, pour régler le problème du primaire, là, vous n'avez pas fallu fatiguer les collégiens? Les coefficients au primaire. Y a pas de... Je vais terminer. Pourquoi dire que c'est la solution de la facilité? Terminez rapidement. Vous avez 30 secondes, allez-y. 30 secondes. Mais il y a plein de choses dont on doit passer. Par exemple, les moyens d'orientation et redoublage, je sais qu'on aura le temps de venir. Mais je termine sur les coefficients. On laisse une mauvaise image de notre société à ceux qui font des efforts en sport. On leur dit, vous qui faites des efforts en sport, c'est 3 fois rien devant des efforts en maths. Vous qui faites des efforts en art, c'est 3 fois rien devant des efforts en français. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et dans aucun pays développé au monde, il y a des coefficients. Aucun. C'est entendu. Aucun. On vous a bien compris. André Silver? Oui, moi, j'aimerais insister sur le fait que depuis de longues années, on fait des réformes, en fait. Il y a donc ce qu'on appelle la pédagogie par objectif, PPO. On a connu donc la formation par compétence, FPC, l'approche par compétence, APC. On a même connu le programme d'enseignement ciblé. Voyez-vous, qu'est-ce que cela a produit? C'est cela. Aujourd'hui, l'une des réformes urgentes, c'est le fait que les collèges privés vont subir des inspections. C'est une très bonne nouvelle. Mais je vous ramène au rapport du PASEC. Le rapport dit que 84% des écoles n'ont pas été inspectées en 2 ans. Y compris les profs. Le rapport du PASEC, je rappelle qu'il a été produit en 2019-2020. C'est ça. Public. Les écoles publiques déjà n'étaient pas suffisamment inspectées. Et donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs pour couvrir une aire pédagogique. Voyez-vous? Et donc, quand on dit les écoles privées seront inspectées, c'est une très bonne nouvelle. Comment? Avec quel personnel? Avec quelles ressources humaines? Avec quels moyens techniques? Avec quels moyens de transport et tout cela? Et donc, quand il disait tout à l'heure que ça n'a pas un coût, si ça a un coût, parce que ça induit justement le déplacement, les primes et autres. Mais il dit un coût moindre, je n'ai pas dit que oui, c'est pas du mais ce que j'aimerais relever, c'est que pour moi, ce débat aura lieu aux États généraux. Absolument. Voilà, parce que la ministre a expliqué que ce sont des réformes urgentes, en disant que c'était sous la validation du Premier ministre Patrick Kachi et qu'il y aurait des réformes à l'issue des États généraux. Moi, ce que j'appelle, c'est où on en est justement avec ces États généraux. Parce que c'est vrai, j'ai été invité aux États généraux, j'étais très content, mais depuis lors, je n'ai reçu ni coup de fil, ni mail, je ne sais pas où se passent les États généraux. En tout cas, en ce qui nous concerne, on essaiera d'avoir la ministre de l'Éducation ou un de ses collaborateurs la semaine à venir pour avoir beaucoup plus de précisions sur ces réformes. Alafé Ouakili? Moi, je dis que puisque le passé est bon, et si on réfléchissait ici maintenant à haute voix ou pour les États généraux au retour du probatoire? Non, c'est la catastrophe.
Jamais. Non, pensons-y. Jamais, Hein. jamais. Non, C'est pensons-y. Guillaume Bateau. C'est pire que les Pensons-y, coefficients. s'il vous plaît. Non, c'est sérieux. Pensons-y. Non, mais c'est pire que les coefficients. Faisons le débat aux États généraux, pourquoi pas. C'est Si pire la que les dictée coefficients. revient, si les coefficients reviennent, si le système ancien est bon, On va- remenons la Chicotons les télévision enfants aussi. Oui, remenons la télévision à l'école, tout. 1, 2. Si aujourd'hui on a un problème des niveaux dont on parle, dans le rapport du PASEC, il y a eu un rapport d'une rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l'éducation qui avait interpellé la loi sur l'école obligatoire et gratuite, jusqu'à 6 à 16 ans. Mais ça aussi, c'est le problème. Est-ce qu'on a les moyens de cette ambition-là? Parce que lorsqu'on sort des enfants au CEP à 12 ans, on dit que l'école est obligatoire et gratuite jusqu'à 16 ans. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, aucun enfant ne doit être hors de l'école jusqu'à 16 ans. On fait comment? On le maintient à quel niveau jusqu'à 16 ans? La loi est là. Est-ce qu'on est prêt pour appliquer cette loi? C'est même constitutionnel. Mais bien sûr. Non, voilà. C'est une loi de 2015 et la dame de l'ONU a dit de différer l'application. Aujourd'hui, oui. Différé de fait dans oui, tous les cas. mais aujourd'hui, non. Mais il y a eu une volonté, il y a eu un volontarisme. Bien sûr. Mais aujourd'hui, avec ce qui est en train d'être mis en place, je crois qu'on est parti pour sortir beaucoup d'enfants du système. Hein. Bien sûr. Et si on ne les garde pas dans le public, alors que c'est obligatoire et gratuit, on va les reverser au privé, ça devient plus gratuit. Leurs parents vont payer. Ça, c'est quand ils ont l'argent et quand ils se retrouvent dans la rue. Oui, quand les parents ont On a de des l'argent. microbes. Parce qu'il y en a qui choisissent volontairement le privé, depuis le primaire. Ils sont libres, n'est-ce pas? Mais effectivement, quand ils n'ont pas d'argent, c'est la rue. Il faut adresser toutes ces questions. Moi, je pense que tous les avis, aussi pertinents soient-ils, je crois que j'ai le sentiment qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. Jugeons Madame le ministre et ses équipes sur les faits. Il y a les états généraux. Bon, c'est vrai qu'André, lui, il a eu la chance d'être invité et il se perd, il n'a plus reçu de mail. On va faire en sorte que, grâce à NCI, peut-être qu'ils vont lui adresser un prochain mail. Mais je veux dire que les états généraux auront lieu. Et tous ces débats qui sont soulevés vont être faits dans le cas des états généraux. Et l'intervention d'André me permet de dire qu'il a cité plusieurs sortes de réformes. Pourquoi on a fait ces réformes? Qu'est-ce qui motivait ces fameuses réformes? Voilà la question qu'il faut se poser. Et je dis, si aujourd'hui, il y a une certaine unanimité sur le fait que le niveau des élèves n'est pas bon, il y a certainement une raison. Est-ce que les décisions urgentes prises par Mme la ministre sont les plus pertinentes? Elles seront confrontées certainement aux états généraux. Et mon ami Arthur et tous les autres spécialistes... J'espère que je serai invité. C'est pas ma peine de faire inviter. On peut t'accompagner. Il faut aussi inviter. Donc je dis qu'il faut laisser ces états généraux se faire. Il faut les souhaiter les plus inclusifs possibles pour que toutes ces questions qui sont posées puissent être débattues. Bien sûr. Mais on ne peut pas d'emblée, parce qu'il y a quelques propositions qui sont faites, même quand on parle de l'inspection, André en a parlé, mais les écoles seront inspectées, c'est au futur, des moyens seront donnés. Si les écoles publiques ne sont pas inspectées, justement parce qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, toutes ces questions vont être certainement adressées et des propositions vont être faites. Accordons le bénéfice du doute à Madame le ministre. Très bien. Et en prélude justement aux conclusions de ces états généraux et en prélude aux débats qui vont se tenir, on ouvre le débat sur ce plateau. Aristide Nkenda. Oui, Arthur m'a coupé tout à l'heure, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Allez au bout de votre Alors, j'étais juste en raisonnement. train d'expliquer que le processus, à l'époque, avant que Madame le ministre prenne la décision ces jours-ci de ramener les coefficients, c'était d'aller jusqu'en classe de 5e. À partir de la classe 4e, on avait les coefficients. Je crois que c'était une bonne procédure. Ramener les coefficients en 6e, en disant que c'est urgent, ça n'apporte pas grand-chose, à mon sens. Parce que, justement, sur cette table, sur ce plateau, tout le monde est unanime, pas tout le monde, mais je pense que moi, je ne suis pas d'accord. La plupart estiment que ça va créer un goulot d'étranglement et il y aura des enfants qui seront versés dans la rue. Arthur a dit qu'il est enseignant. Moi, j'enseigne depuis 1990. Moi, j'ai eu un bac mathématiques et j'ai toujours enseigné les mathématiques. Et je suis arrivé dans un pays qui s'appelle le Niger. Et pour payer mes études, j'enseignais. Et j'avais constaté que dans ce pays, la plupart des élèves, comme dans beaucoup de pays africains, n'aiment pas les mathématiques, la physique et la chimie. Et moi, j'ai utilisé une autre méthode pour faire en sorte que ces enfants aiment les mathématiques. C'est ce qu'il faut Donc, j'ai d'abord commencé par leur dire que même pour faire les mathématiques, il faut comprendre le français. Donc, je les entraînais d'abord à apprendre les axiomes et les théorèmes. Et ensuite, je faisais une série de répétitions pour que les enfants aient la routine. Et après, il fallait qu'ils s'expliquent eux-mêmes. Parce que la meilleure façon de comprendre un cours, c'est pour l'expliquer à
pouvoir l'expliquer à tel autre. Donc, le problème véritable, ce n'est pas... C'est pour ça que nous, on a dit depuis le début que les États généraux sont précipités. On a l'impression que quand Madame le ministre dit qu'elle envoie les réformes, c'est aussi c'est une démarche précipitée. Pourquoi? Parce que le véritable problème, c'est l'enseignant. Et elle a dit qu'on va ramener la dictée. Mais comment on dit cette dictée à l'élève? Donc, moi, je suis enseignant, j'ai toujours enseigné, et je sais que la meilleure façon d'enseigner, c'est de faire en sorte que l'élève puisse t'expliquer à toi-même ce que tu Alors, concernant la formation des enseignants, je crois qu'il est prévu, entre autres réformes, l'instauration de 3 années de formation dans les CAFOP. C'est inutile. 2 ans au CAFOP et 1 an pour le stage. C'est une réforme qui est annoncée. Je la rappelle juste. Alors, messieurs, nous avons épuisé le temps imparti pour cette première partie de ce débat. Je tiens à rappeler qu'on va ouvrir le débat avec les acteurs de l'école, du ministère de l'Éducation nationale. Comme indiqué, on essaiera d'avoir la ministre elle-même pour l'émission de dimanche prochain, pour une interview exclusive sur l'école ivoirienne en cette période de rentrée scolaire. Arthur Manga, je suis... Vous avez 30 secondes. 30 secondes, rapidement. 30 secondes. Le problème, ce n'est pas la formation. Le problème, c'est la formation continue. 2 ans, ça suffit pour former un instituteur. Mais comme il a dit, au contact des gens, il faut que les inspecteurs reviennent pour lui apprendre de nouvelles pédagogies, de nouvelles innovations. Donc, l'argent de la 3e année, là, on n'a qu'à garder ça, mettre ça dans la formation continue et dans l'inspection. Parce que si vous gardez quelqu'un 3 ans à l'école, et quand ils sont, on le forme plus, promotion de 3 ans, c'est grave. Le plus important, c'est de la formation continue qui manque atrocement. Nos profs ne font pas de stage. Il n'y a pas que dans l'éducation, il n'y a pas de formation continue. Voilà, c'est grave. Il faut insister sur la formation continue. Moi, il y a longtemps, dans ce pays-là, on a dit que l'école a baissé de niveau. Mais je suis d'accord, mais l'examen aussi est mauvais. Si on met 3 ans, on a bien compris. Monsieur, le débat va se refaire. On vous en fait la promesse. Vous aurez l'occasion d'avoir d'autres tribunes pour vous prononcer là-dessus de fond en comble. Dans l'actualité politique, cette semaine, la mise au point de Simone Gbagbo, l'ancienne première dame ivoirienne, est montée au créneau dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux. Elle exige un minimum de respect après avoir estimé être reléguée à un rôle secondaire dans le nouveau parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Les précisions de Pierre Dippomelin, on en parle juste après. Le nouveau parti annoncé par l'ex-président Laurent Gbagbo prend forme. Les membres des commissions et du groupe de réflexion du futur parti sont désormais connus. Dans un communiqué signé du ministre Assou Adou, sont nommés au sein du comité de coordination 5 personnalités dont Aka Emmanuel, Hubert Olaï et Danon Djedje Sébastien, par ailleurs désigné président du congrès consultatif. L'ex-première dame Simone Eïvé Gbagbo fait partie d'un groupe de réflexion au sein d'une commission en charge de l'élaboration des statuts et du règlement intérieur. Cette commission doit aussi proposer la dénomination et le sigle du parti. L'anciennement vice-présidente du FPI, qui dit avoir appris sa nomination à travers les réseaux sociaux, a aussitôt réagi et dénonce un manque de respect pour sa personne. Je suis surprise que mon nom circule comme membre d'un groupe de réflexion élargi sans que je n'ai même été préalablement consultée. Je reste dubitative devant ces pratiques et manquements et je suis peu encline à m'associer à ce type d'initiative car je mérite un minimum de respect et de considération. Cette réaction musclée de Simone Eïvé Gbagbo, habituellement discrète, révèle les dissensions qui peuvent exister dans ce parti politique en gestation. Va-t-elle rejoindre ses camarades de lutte? Quel rôle va-t-elle jouer dans le nouveau parti de l'ex-chef d'État? Les jours à venir nous le diront. Voilà, monsieur, cette sortie de Simone Gbagbo, on ne l'avait pas entendu se prononcer depuis le retour de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. André Silver-Conan, réaction? Auparavant, j'aimerais signaler que moi, je milite pour les bacs agricoles. Voilà. D'accord. Et donc, on aura l'occasion d'en parler ultérieurement. La sortie de Simone Gbagbo n'est pas du tout une surprise, en tout cas pas pour moi. Depuis le 17 juin, date du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, avec l'incident de l'aéroport, il n'y a que, on va dire, les supporters des 2 personnalités qui rêvaient à ce que rien ne se passe. Mais en fait, on ne faisait que différer cette crise. Prenez le... Les mots ne sont pas forts, vous parlez d'une crise déjà? C'est une crise. Manifestement, c'est une crise. Simone Gbagbo n'était pas, sauf erreur de ma part, n'était pas à la réunion du comité de réflexion convoqué hier par le président Laurent Gbagbo. OK? Quand vous prenez le communiqué
de l'avocat du président Laurent Gbagbo, j'en avais parlé, mais c'était passé inaperçu. Ce communiqué, il est très clair. Il affichait très clairement la position du président Laurent Gbagbo, à savoir que la demande de divorce, c'était pour régler 2 problèmes. Lesquels? Leur statut personnel et politique. C'est écrit noir sur blanc, en quelques lignes, dans ce communiqué. Est-ce que vous êtes en train de dire que Laurent Gbagbo a souhaité le divorce et politique et matrimonial? Écrit noir sur blanc dans ce communiqué signé de l'avocat du président Laurent Gbagbo. Quand vous prenez donc la déclaration de la première dame, de l'ex-première dame, elle dit « Mes anciens camarades de parti », c'est aussi un élément de langage, pour dire très clairement que le divorce, effectivement, il est civil, mais aujourd'hui, il est politique et c'est consommé. Mais ancien par rapport au FPI Sylvain, aussi, hein. Allez-y, vous avez la parole. Oui, je lui disais un peu utiliser ancien par rapport au FPI qui n'est plus en fait dans leur tête. Mais par rapport au FPI qui était l'ancienne famille politique, dans laquelle ils ne sont plus. Tout à fait. Oui, elle aurait dit mes camarades de notre ancien parti. Elle a dit les anciens. D'accord. Voilà. Donc, en bref lecture, Sylvain Desbaïs, visiblement, ne partage pas ce point de vue. Bien, moi, je pense que c'est une succession de faits. Simone Gbagbo a dû sortir avec ce communiqué, certainement parce que, se dit-elle, elle a avalé beaucoup de couleuvres. Voilà, peut-être que celle-là était une couleuvre de trop. Donc, elle a dû faire ce communiqué. Mais à mon sens, c'est un communiqué qui est mal inspiré. Parce que... Vous rejoignez une de nos téléspectatrices qui dit, Chantal Grace-Dago, qui dit « Cette sortie était-elle opportune ?» Elle n'est pas opportune. Hein? Elle était inopportune, elle est mal inspirée parce que Simone Gbagbo aurait dû aller jusqu'au bout. Aurait dû tenter quand même cette aventure. Elle aurait dû aller jusqu'au bout. Voir avaler le piton. Comment Laurent Gbagbo allait régler son cas. Et seulement à ce moment-là, elle pouvait se donner de bonnes raisons d'aller vers la sortie. Mais on ne l'a même pas encore éjectée. Moi, je suis curieux de lui poser une question. Il a parlé d'avaler des couleuvres. Il parle de quelles couleuvres? Non, je dis selon elle. Elle a peut-être avalé des couleuvres, donc c'était une couleuvre de trop. C'est pour ça qu'elle fait ce communiqué. Mais ce que je vais dire, s'il vous plaît, Arthur. Ce que je vais dire, c'est que le comité qui va organiser le congrès, Simone Gbagbo, y est. Même si elle n'est pas à la place que certains auraient souhaité, elle est quand même dedans. Et moi, je pense qu'il vaut mieux être dedans pour faire son combat que d'être à l'extérieur. Maintenant, ce qui va arriver... Elle n'était pas hier dimanche à la réunion de recadrage que Laurent Gbagbo a convoqué. Elle n'était pas là. C'est dire qu'elle se met désormais dans la posture d'affronter Laurent Gbagbo. Très bien. Mais à ce jeu-là, je pense qu'elle a beaucoup à perdre. Moi, je suis ahuri quand Sylvain dit qu'elle attend de voir comment le président va régler son cas. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Oui, je le dis avec... Oui, mais c'est quand même terrible. Au vu de l'expérience, au vu de la stature qu'elle a, pour la dimension qu'elle a... Sylvain, il faut qu'un jour dans ce pays, on soit un peu sérieux. Oui, soyez sérieux. Il faut que dans ce pays, on soit un peu sérieux. Nous sommes sérieux, là. Mais si vous n'allez pas parler ensemble, c'est Guillaume Bateau qui a la parole pour l'instant. Guillaume, allez-y. Sylvain, je vous redonnerai la parole. Dans ce pays, on soit sérieux. Le président Gbagbo, il revient de Bruxelles. André a parlé d'incidents. Moi, j'ai parlé de catastrophes qui a eu lieu à l'aéroport. Quelle catastrophe? Ça, je suis le maître de mes mots. Et puis, depuis, il y a une succession de déconvenus. Il faut le dire clairement. Et mais le communiqué de Mme Gbagbo... Vous saluez ou vous êtes contre le communiqué de Simone Gbagbo? Mais moi, je trouve que c'est le minimum qu'elle puisse faire. Elle a même dit qu'il faut un minimum de considération et de respect pour les gens. Vous ne pouvez pas, dans un groupe où vous estimez que vous êtes des camarades, prendre des décisions sans consulter vos amis, les mettre devant le fait accompli, en espérant d'eux qu'ils avalent des pitons. Mais il y a un jour où les gens se disent que mais, ça ne va pas continuer. Et je pense que, contrairement à ce que Sylvain pense, ceux qui ont beaucoup à perdre de cette crise, parce que, visiblement, madame va faire bon à part. Voilà, elle va faire bon à part. C'est un peu trop tôt aussi de je vous le dis, dire. Hein. Nous sommes journalistes. Pas avec la fille, quand même. Bon, enfin, vous n'allez pas rentrer dans le débat. Arthur Banga, Guillaume Bateau. C'est pas aussi avec Sylvain Desbaïs qui va faire bande. On vous a bien compris, Guillaume Bateau. Non, je n'ai pas terminé. Bon, termine à 30 secondes. 30 secondes pour terminer, pas plus. Contrairement à ce que Sylvain dit, Sylvain Desbaïs, il y a cette confusion. Sylvain Guédé Desbaïs. Contrairement à ce que Desbaïs dit,
S'il y a un groupe qui a vraiment à perdre dans cette affaire, c'est le président Gbagbo et ses amis. Avec quel baromètre? D'accord, très bien. Arthur Manga, allez-y. Déjà, avant de donner mon opinion, il faut rendre à César ce qui est à César. Je pense qu'ici, il faut féliciter notre ami Aristide Kenda. Je pense qu'il y a une clairvoyance sur cette affaire de Simone. C'est un sorcier On va lui donner la parole tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, moi, j'étais de ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, bien qui trouvaient qu'il en faisait trop. Mais aujourd'hui, il faut bien reconnaître que Aristide a eu raison. Que Laurent Gbagbo n'a pas su se mettre au-dessus. Le communiqué de Simone, mais comme je suis d'accord avec Guillaume, c'est le minimum syndical. Franchement, elle est même gentille d'avoir un communiqué comme ça. Imaginez-vous qu'il y a une commission centrale, il y a des présidents de commission, hein, et elle se retrouve d'un groupe de 50 personnes, commission, je sais pas, de réflexion élargie, qui se termine à la fin du communiqué. Mais on parle de Simone Gbagbo quand même. Moi, franchement, je suis tout à fait d'accord avec elle dans la partition. Et je veux dire, j'ai pensé, j'ai espéré que Laurent Gbagbo et Simone puissent dépasser les problèmes personnels puis des problèmes politiques. Parce que Winnie et Madibo ont divorcé, mais ils ont su protéger l'ANC. J'ai l'impression aujourd'hui que Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo ne savent pas protéger la gauche ivoirienne. Je suis sûr d'une chose. Afi est parti. Si Simone part, peut-être qu'elle va perdre, mais pour que Laurent Gbagbo se retrouve même dans un deuxième tour en 2025, sans Simone qui va partir avec des partisans, sans Afi Nguessan, ça risque d'être très, très, très difficile. Très difficile. D'accord. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure, Aristide et Alafé Ouakili. Le temps pour nous de marquer cette petite pause. Kenda, c'était à vous la parole pour vous prononcer sur cette sortie de Simone Gbagbo cette semaine. Alors, merci Arthur pour la remarque. Mais je voulais simplement dire que André Sylvain-Conan parlait du 17, à partir duquel on a vu, mais Arthur l'a dit, je l'avais déjà dit avant. Mais aujourd'hui, je ne veux plus m'attarder là-dessus. Ce que je veux faire, c'est une lecture du futur parti de gauche que Laurent Gbagbo... C'est même pas un futur parti de gauche. Rien ne nous dit que ce parti serait de gauche. Ouais. Oui, rien ne dit. Oui, ça, mais, Roland Gbagbo est quand même une figure emblématique de la gauche. Guillaume, tout est nouveau chez lui. Tout porte à Guillaume a raison parce que ce ne sera pas un parti de gauche. Un parti souverainiste ultranationaliste. Ce sera surtout un parti d'extrême gauche peut-être. Pourquoi? Parce que... L'extrême droite, peut-être? Non, l'extrême gauche. L'extrême gauche, parce que l'extrême gauche et l'extrême droite, ils sont des extrêmes. Ils ont les mêmes habitudes dans le langage. Donc, pourquoi? Aujourd'hui, Laurent Gbagbo dessine sa propre vie politique. En créant ce parti, c'est pour écrire sa propre histoire. Il ne veut plus entendre, on était sous le pont, on s'est retrouvé à Dabou, et il revient avec une légitimité, il a fait la prison. C'est vrai aussi que Simone a fait la prison. Et vous voyez qu'il ne pêche pas dans le FPI traditionnel. Il prend Assoadou, qui est un ancien du PIT. Il prend Georges, le professeur, qui est un ancien du PDCI. Il invite Boni Claveri, qui décline l'offre poliment. Il invite son gendre, qui est d'un autre parti. Mais il n'appelle pas Blé Goudé. Alors qu'en réalité, Blé Goudé, c'est son fils. Ils ont fait la prison ensemble. Et je vous annonce que Blé Goudé est en route pour Abidjan. Là, vous ouvrez un autre débat. Oui, mais je veux dire que Gbagbo dessine, écrit sa propre histoire politique et il veut créer un parti. Et Guillaume a utilisé des mots, peut-être je ne vais pas utiliser les mêmes mots, mais Afi Nguessan l'avait dit dans sa conférence de presse qu'on attendait quelqu'un qui devait venir faire la réconciliation. On a vu un monarque qui veut comment on peut dire ça? Qu'on l'adule. Donc, Laurent Gbagbo, en ce moment, ne veut plus entendre parler de cette étape politique où ils ont créé ensemble, où chacun revendique un morceau du FPI. Il va écrire sa propre vie politique, mais seulement s'il perd Afi Nguessan et qu'il perd Simone. Et je vous avais dit, Simone est une redoutable femme politique. Et quand on regarde aujourd'hui la scène politique, on comprend bien que c'était Simone et Afi qui faisaient Laurent Gbagbo. Alafé? Moi, je dis, il ne faut pas oublier l'histoire de Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. Ils se sont connus dans la politique, grâce à la politique. Et on peut aussi s'interroger sur Simone Gbagbo, parce qu'elle ne serait plus avec Laurent Gbagbo époux, elle serait en rupture idéologique et politique. Non. C'est la question qu'il faut se poser. Elle était avec Laurent Gbagbo, pourquoi? Ils avaient une vision... André Sylvain-Conan semblait dire que la rupture est politique, justement. Non, c'est le contraire, parce que quand Laurent Gbagbo dit de clarifier, pour lui c'est simple. Il ne veut pas l'épouse, mais il veut l'allié politique. Parce que ici...
Mais si. Ce On que sent pas tu la disais, vie oui, politique. mais si, c'est ce qu'il veut. Comment? En la mettant dans une liste. Oui, mais si elle n'est plus là-bas. son épouse, quelle prérogative elle a? Elle était ex-première dame. En dehors d'avoir été ex-Madame Gbagbo, ex-première dame, c'est quoi aujourd'hui Simone Gbagbo? Elle pèse quoi? Quand on fait En partie dehors de gauche, ce S'il vous plaît, non, laisse terminer, Arthur. Non, je vous donne la parole tout à l'heure. en dehors du rôle éminent qui fut le sien, en dehors du fait qu'elle fut l'épouse d'un ancien président au cœur du pouvoir et ayant eu une partie du pouvoir, en dehors du fait qu'elle fut présidente du groupe parlementaire député d'Abobo, qu'est-ce qu'aujourd'hui Simone Gbagbo? Je réponds? Non, je suis d'accord. Maintenant, on Après, crée un nouveau après, parti qui n'est pas de son initiative. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo veut, d'abord, pour sa vie matrimoniale, une épouse, entre guillemets, normale. Une épouse comme Mme Bédié l'est avec pour Bédié, comme Mme Ouattara l'est avec Ouattara, comme l'épouse Afinguessan est avec son époux, comme Mabri son époux est. Mais Simone n'est pas une épouse, entre guillemets, normale, elle est politique. C'est misogyne, ça. Pas misogyne, hein. Simone est une... Non, j'ai beaucoup de respect pour les épouses, les dames dont j'ai parlé. Il ne faut pas employer cette expression-là. J'ai beaucoup de respect pour elle. On a bien compris Simone est une femme politique qui n'a pas les mêmes... Et les autres dames dont j'ai parlé n'ont pas le même engagement politique que Simone. Elles sont dans le combat de leur époux, à leur façon. Ce sont des grandes dames à côté de grands hommes. Mais Simone n'est pas une grande dame se voulant aux côtés d'un grand homme. Elle veut être même une grande dame. Donc il faut qu'elle s'assume si elle veut être une grande dame politique hors d'un grand homme politique. Les autres dames, là, elles sont des grandes dames à côté d'un grand homme ou de grands hommes. Autrement dit, vous êtes d'accord avec le communiqué? Simone, je ne suis même pas d'accord. Il faut qu'elle s'assume. Si elle veut s'assumer parce qu'enfin, elle est l'objet de divorce, c'est trop tard. Mais elle aurait pu s'assumer dans le mariage et avoir elle-même une émancipation d'une ambition. Mais le mariage, la demande de divorce a été formulée par Laurent Gbagbo. Je reviens à vous tout à l'heure. Oui, ça veut dire qu'elle ne le voulait pas, elle ne le veut toujours pas. Donc, la question est de savoir qu'est-ce qu'elle veut exactement. D'accord. C'est-à-dire, si Laurent Gbagbo renonce aujourd'hui au divorce, est-ce que Simone Gbagbo va aller créer son parti? Est-ce qu'elle aura un divorce politique? C'est la question que je veux poser. D'accord, très bien. Elle est avec Laurent Gbagbo, pourquoi? D'accord. Une question d'Alafé Ouakili que je réoriente vers Arthur Banga. D'accord. Moi, je pense que Laurent Gbagbo a dit qu'il veut rassembler la gauche ivoirienne dans un parti de gauche. Tout ce que, justement, Alafé, tu as dit, c'est justement sur ça qu'on se base pour faire de Simone une figure de la gauche. On ne peut pas rassembler un parti de gauche ivoirienne avec celle qui était la présidente du groupe parlementaire de gauche. C'est qui était l'une des premières députées de gauche. C'est qui a eu, tu as dit toi-même, un poids dans cette gauche ivoirienne-là. On ne peut pas créer un parti de la gauche ivoirienne et la mettre dans un couplet de réflexion qui se traîne. Qu'est-ce que les Aswadou, les Georges Weignin, comme il a dit, ont fait dans la gauche que Simone n'a pas fait? Moi, je pense que toute cette lutte a donné à Simone une légitimité dans la gauche ivoirienne. On ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas écrire un livre sur la gauche ivoirienne et ignorer Simone. Elle aura sa place dans les pages, elle aura plus de noms en index que tout ce que tu viens de citer. Donc, en ce moment-là, quand je vais écrire, je vais créer un parti de gauche, je m'appuie sur les personnalités les plus importantes de gauche. Et parmi elles, il y a Simone Gbagbo. Je ne lui demande pas de faire la cuisine dans les réunions. Je la mets dans un truc principal. Voilà. Et c'est qui est pour moi différent du mariage civil. Ils peuvent, je vais terminer. Ils peuvent divorcer sur le plan civil et avoir tous les deux l'intelligence, et c'est ce que moi j'espérais, de garder une place politique. On vous a bien compris. Oui. André? Oui, tout à l'heure, Sylvain Debailly parlait de ce que Simone Gbagbo a plus à perdre que Laurent Gbagbo. Je ne pense pas. Pourquoi? Il y a des indicateurs qui prouvent quand même que le président Laurent Gbagbo, qui était en dehors de la Côte d'Ivoire, n'a plus cette popularité qu'il avait aujourd'hui de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je me base sur le fait qu'il y a 3 mois, Simone Gbagbo n'aurait pas fait un communiqué pareil. Je me base sur le fait qu'il y a aujourd'hui des pro-Simone qui critiquent, mais alors violemment, ouvertement, Laurent Gbagbo. Il y a 3 mois, c'était impensable. Parmi les gens qui prennent davantage leur distance vis-à-vis de Laurent Gbagbo aujourd'hui, ce ne sont même pas les militants du RHDP et autres, ce sont des gores, des Gbagbo ou rien qu'il y a 3 mois encore, le défendait bec et ongle. Donc, quand on dit
Simon n'a plus à perdre, j'ai dit attention. Bon, ce que j'aimerais dire, c'est que, en tout état de cause, je pense qu'il est temps, moi je suis un partisan de ce qu'on appelle la clarification des positions politiques. Voilà. Je pense que l'heure est venue pour Simone Gbagbo de clarifier sa position et d'avancer. Et surtout de ne pas commettre l'erreur d'Afin Guessan, à qui Laurent Gbagbo a cédé le FPI et qui continue de multiplier les récriminations envers Laurent Gbagbo. D'accord. Oui. Bon, une chose. Moi, le DG, il dit une chose et après, quand il demande à Simone de s'assumer, mais elle commence à s'assumer. Se communiquer, c'est le début d'une prise de position, comme André parle de clarification. C'est clair. Simone a peut-être espéré, naïvement. Oui, naïvement. Parce que le projet du président Gbagbo, il est clair depuis le début. Et depuis le 20 juin, depuis le communiqué de son avocat. Et il a même appelé Dame et Yveille pour marquer vraiment. Et moi, je suis vraiment toujours un peu, je ris un peu, je rigole quand les gens pensent que des gens qui ont vécu 40 ans ensemble, qui ont eu une vie politique et familiale ensemble, peuvent se séparer au civil et puis continuer de se fréquenter comme si c'était un bal. Non, c'est pas vrai. Nous sommes d'abord avant tout des êtres humains. Et aujourd'hui, je pense que, pour ce que je sais, Simone est dans une dynamique de rupture vis-à-vis du président Gbagbo. Qui aura plus à perdre? Bon, moi je pense que quand vous avez... la gauche. Vous faites... Oui, la gauche. Oui, mais la gauche va perdre peut-être à court terme. Oui. Mais elle va se régénérer. Parce qu'aujourd'hui, même quand on parle de Simone, qu'on parle du président Afi, qu'on parle du président Gbagbo, c'est des gens, 70 ans, 76 ans, 72 pour Simone et Gbagbo, 68 pour Afi. Non, il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes. Pour terminer sur le sujet, il ne faut pas croire, et je termine pour parler à Debailly. Il disait, oui, tous ceux qui sont affrontés Gbagbo ont perdu. Mais le Gbagbo de 90, de 92, de 95 n'est pas le Laurent Gbagbo de 2021. En 95, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et si on ne prend pas ça en compte, si on a des attitudes qui... André l'a dit, tous ceux qui critiquent aujourd'hui, c'est des gens qui étaient hier prêts à défendre le président Gbagbo. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas mépriser les gens jusqu'à un certain niveau. D'accord, vous avez bien compris. En 2020, je crois que il m'est arrivé de savoir que le président Gbagbo s'attendait à ce que Simone Gbagbo soit candidate à la présidentielle. En quelle année? C'est en 2020. Vous avez vu, il y a eu une période de flottement où quand EDS, Georges Armand Ouéan, annonçait la candidature du président Gbagbo, Abiba Touré, qu'on ne peut pas accuser d'affabulation, a démenti. Elle a dit qu'il n'est pas candidat. Après, on a pensé qu'elle ferait de la fuite. Mais il y a eu une réalité, une période où le président Laurent Gbagbo a pu hésiter, se demander si c'était pertinent d'être candidat, parce que d'après mes informations, il avait appris que Simone se préparait, elle se préparait à recueillir des parrainages et il ne voulait pas gêner cette ambition-là. Si elle n'est pas allée au bout, si cette fois-ci elle est prête, on nous annonce qu'elle va lancer un mouvement. Si le 14 novembre. Si elle est, le 14 novembre prochain. C'était septembre récent. 14 novembre. Elle va lancer un mouvement le 14 septembre. Si enfin elle est prête, il n'y a je pas de vous laisse problème. l'entière responsabilité de cette annonce. Je n'ai jamais fait mes responsabilités. J'étais dernièrement à un mariage en Europe. On laisse à la fin terminer. J'étais dernièrement à un mariage en Europe où l'épouse, l'ex-épouse était invitée. Elle était à l'ex-épouse de qui? L'ex-épouse du marié était là avec la nouvelle mariée, elle a offert des cadeaux, elle a préparé. Mais il n'est pas exclu. Oui, c'est possible dans l'esprit de Laurent Gbagbo. Ici, Simone Gbagbo veut avancer, les deux peuvent avancer ensemble. Le président Gbagbo peut retrouver l'ex-épouse, la camarade militante, ensemble l'attraper et l'accompagner comme François Hollande l'avait fait de Ségolène, malgré leur rupture. Et moi, je continue de rêver d'un tel schéma, même si beaucoup pensent que la rupture est arrivée. Pour moi, attendons le 14 novembre. C'est la veille de la journée de la paix, le 15 novembre. Ça devrait être un jour de paix. Je ne désespère pas que Simone, malgré la dureté de part et d'autre des mots, puisse percevoir qu'elle ne gagnera pas. Autant vous dites que Laurent Gbagbo ne gagnera pas sans elle, ni Afi, autant elle ne gagnera rien contre Laurent Gbagbo. Elle ne peut pas être présidente de la République en Côte d'Ivoire si elle se met à dos Laurent Gbagbo et ses partisans. Le sachant, comment fera-t-elle pour conserver le soutien politique du président Laurent Gbagbo? Voilà l'enjeu. Très bien. Okay. Voilà. Sylvain? Oui, je voudrais m'interroger elle-même sur sa démarche.
pour dire quoi? Le comité central qui a eu lieu au Palais de la Culture en août, elle a participé à ce comité central. En effet. Alors qu'elle venait de tenir un meeting à Beaunois, où elle s'est clairement affichée avec son mouvement EIV Capable. C'est d'ailleurs ce mouvement-là qui est annoncé. Elle avait même dit clairement que ce mouvement-là a déjà des sections aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Europe, aux États-Unis et au Canada. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'elle a préparé. Bon. Maintenant, dire que... Moi, je doute, hein, quand elle dit que cette convocation de Laurent Gbagbo, elle n'a pas été consultée, ben, je m'étonne. Ça suppose qu'elle n'est plus dans l'entité. Parce que quand on est dans une entité, partout vous voyez votre nom, quand même, hein, si on ne vous a pas consulté, vous y allez. Vous y allez. C'est votre lecture. C'est une vision villageoise. Terminer, s'il vous plaît, il a le droit de donner son point de vue. Conception villageoise. Je m'étonne que Simone Gbagbo dise qu'elle n'ait pas été consultée. Bien. On peut lui concéder cela. Mais hier, la réunion qui a eu lieu hier, que Laurent Gbagbo a convoquée, elle a encore brillé par son absence. Là, elle va dire qu'elle n'a pas été consultée encore. Après une première erreur, Laurent Gbagbo, il commet encore une deuxième erreur sans la consulter et puis la met sur une liste de gens qui sont convoqués. Très bien. Je ne crois pas. Je pense que Simone Gbagbo elle-même doit participer à cette clarification-là. Comme l'ont souhaité on comprend André Silver, bien la elle a nouvelle fait. vision de Laurent Gbagbo, c'est vraiment la clarification. Tous ceux qui se sont réclamés de lui, c'est bien eux qui l'ont appelé pour dire que voici ma vision, celui qui est d'accord avec moi, qu'il vienne. Celui qui n'est pas d'accord, qui se mette à l'écart. Je pense que c'est plus clair et de ne pas construire à l'image du RHTP où on a dit dès le départ, oui, chaque entité va garder son autonomie et puis on arrive au RHTP, dès qu'il y a un petit flottement, ah, nous on est MFA, ah, nous on est UDPCI. C'est bien compris, Aristide. Alors, je crois que sa position a le mérite quand même de prospérer. D'accord, très bien. Aristide? Je ne vais pas être très long. Je vais juste insister sur un fait. C'est que quand vous voyez, Guillaume l'a dit, 40 ans de vie, ils se connaissent. Donc, quand le président Gbagbo pose un acte, il sait que ça va hériter sa femme, qui est toujours sa femme. Et sa grande femme. Sa grande femme et sa compagne politique, et sa camarade de lutte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pose cet acte parce qu'il sait effectivement que Simone ne va pas accepter. Et comme elle ne va pas accepter, elle ne va pas venir dans ce mouvement. Donc, je le redis, le président Gbagbo est en train d'écrire une nouvelle page politique et il écrit sa propre histoire politique. Il ne veut pas de ceux qui vont encore venir lui dire on était sous le pont à Dabou, on a fait la réunion à tel endroit. Puisqu'il y a des membres fondateurs. Non, il ne veut pas ça. Il veut des gens, vous faites allégeance, vous venez, vous ne faites pas allégeance, vous n'êtes pas dans son mouvement. Voilà. Il y aura des membres fondateurs dans le nouveau parti. Je vais intervenir rapidement sur deux choses. La première chose, c'est que franchement, pour parler comme Abidjan, tous les rouscas de Sylvain, de Bailly sont impressionnants quand même. Parce que quand même, vraiment, quelqu'un qui n'a pas été consulté, qui se retrouve dans une liste, la dernière le dernier groupe élargi qui n'a pas de mission. Pour te permettre de continuer, il faut noter que le comité de réflexion est le seul qui n'avait pas de président. Voilà, on l'a même pas jugé. On l'a même pas jugé utile. Vous banalisez le comité de réflexion. C'est un comité banal. Non, M. Guillaume Bateau, s'il vous plaît. Pour l'instant, c'est Arthur Banga qui a la parole. Allez-y, Arthur. Pourquoi banaliser? On n'a même pas jugé utile de la comité de réflexion, alors elle n'est pas dedans. Alors, Sylvain Guédé de Bailly, justement, a l'impression que vous banalisez le comité produit, le comité de réflexion. Comment? Dites-moi une seule organisation qui a un comité de réflexion élargi. Est-ce qu'il y a... Non, l'organisation n'est pas en place. Elle est en cours de répondre à la question. Tous à la fois, s'il vous plaît. Vous allez dire à Arthur Banga que l'organisation est en cours de création. Elle n'est pas encore en place. Non, pour répondre à cette question précise, je note que le comité élargi n'a pas de président. Les autres commissions et autres ont des présidents. Peut-être c'était Simone qui devait être le président. Je ne sais pas. Bon, d'accord. On laisse Arthur. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Je suis désolé. Arthur Banga, un peu de discipline, monsieur. Arthur, rapidement. Non, je m'étonne qu'après tout ça, quelqu'un soit surpris qu'elle ne parte pas. Le plus incohérent, le plus inconséquent, c'était que Simone partait hier. Moi, si elle partait hier, je me disais que c'était plus quelqu'un de cohérent. La deuxième chose que je vais dire, où je suis entièrement d'accord avec Alafé, Laurent Gbagbo ne gagne pas, elle ne gagne pas non plus. C'est pour ça que je rappelle toujours à mon ami Guillaume Bateau, qui est, je pense, un homme de gauche, que le plus grand perdant, c'est la gauche ivoirienne.
On est sûr qu'avec toute cette cacophonie-là, le RAGP, ou tout au plus le PDCI, sera encore là en 2025. Donc la droite sera encore là. Parce que cette cacophonie-là ne peut pas permettre à la gauche de se positionner, même à un deuxième tour. Au mieux, elle va offrir le pouvoir au PDCI. Au mieux, elle va permettre au RAGP de continuer. Et le RAGP, en 2025 au pouvoir, le PDCI ne va pas résister. Ils vont répondre à droite et puis ça va partir. C'est le devin qui parle. D'accord, s'il vous plaît. Oui. Alors, ASK, rapidement, vous vouliez intervenir? Oui, bien sûr. Moi, je dis, notez bien les discours. Moi, jusque-là, je l'ai dit dans une vidéo, jusque-là, je ne vois pas le président Laurent Gbagbo jouer son rôle d'opposant. Aujourd'hui, on a l'impression, effectivement, que tout cela concourt à accompagner les RHDP. Voilà, honnêtement, bien sûr. Pour moi, je ne vois pas d'opposition. Voilà, je ne vois pas d'opposition. Je vois un positionnement qui permet au RHDP de diriger tranquillement sans opposition. Et c'est bien malheureux. D'accord. À la fin d'abord, et ensuite. La réunion du comité central présidée par le président Gbagbo a été évoquée. Voyez-vous, au cours de cette réunion, quand vous dites comité central, vous faites allusion à quelle rencontre? La rencontre du président Gbagbo et les instances de ses partisans. On parlait de la culture. Oui. Voilà, au cours de laquelle il a annoncé qu'il sortait du FPI. Cette réunion-là, Simone Gbagbo était présente. Elle est venue. Bon, je ne sais pas pourquoi elle était là-bas. Je ne sais pas comment la convocation a été faite, si elle a été convoquée expressément ou au téléphone, si elle a eu un courrier, je ne sais pas. Par rapport au nouveau parti, je ne sais pas dans quelles conditions elle allait à cette réunion, qui n'était pas une réunion statutaire, qui était une réunion hors la loi, d'ailleurs, même par rapport à votre FPI. Non. Cela dit, on laisse terminer. Cette réunion. Allez-y, à la fin. Au cours de cette réunion. Il n'est pas habitué à donner des coups par en bas de la ceinture. Non. John Bato, s'il vous plaît. Cette réunion, Laurent Gbagbo a parlé en des termes élogieux de Simone Gbagbo. Et il a même pris à témoin pour couper la tête à Finguessa. Elle n'a pas réagi à cette réunion négativement, ni après. Comme si elle avait endossé cette posture. Tandis que Pascal Affingué continue de lui tendre la main pour lui dire qu'elle n'a pas sa place là-bas de venir. Pour dire que Laurent Gbagbo, lui, il ne peut pas effacer leur histoire, leurs 40 ans. Elle est là, elle existe, personne ne peut l'effacer. Et Laurent Gbagbo l'a prise à témoin pour révéler des choses de ce qu'ils ont fait pour AFI et dans le FPI. Elle n'est pas encore contrarié cela. Et il a cité le rôle éminent, même si c'est sous le pont, à Bobo, à Dabou, tout. Il a cité le rôle éminent qu'elle a joué dans ce FPI-là, en disant c'est nous le FPI. C'est-à-dire, donnons-lui l'enveloppe, on parle, l'esprit est là en nous. Cet esprit-là, c'est aussi en elle. Elle a ce FPI-là en elle. Si elle ne veut pas le continuer avec Laurent Gbagbo, elle partira avec sa part de FPI, elle partira avec sa part. Là où elle sera, et puis peut-être le moment venu, tout le monde se retrouvera un jour, y compris celui qui détient l'enveloppe. On vous a bien compris. On termine sur ce sujet avec la réaction de Guillaume. Déjà, la fait a décidé, mais je ne vais pas lui répondre. Allez-y, Guillaume. Deux choses. Ce que le DG semble oublier ou fait, la réunion du Palais de la Culture était la première rencontre en des politiques à laquelle le président Gbagbo conviait tous ceux qui se réclament de lui depuis un moment. Donc Simone était aussi, je suppose, même si elle n'a pas été invitée, était aussi curieuse. Mais je rappelle qu'à cette réunion, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat. Et ce que j'ai comme information, c'est que Simone n'aurait pas apprécié que, sans consultation préalable, on vient dans une salle et puis on dit, bon, on laisse l'enveloppe à Finguessa, on s'en va. Ça a été un problème. Ensuite, il y a eu beaucoup de débats autour de ce nouveau projet. C'est pourquoi ce projet? Quel est l'objectif? Est-ce qu'il s'agit simplement de contourner AFI, comme on l'a annoncé? Ou bien il y a un autre objectif derrière? Mais juste à ce que il y ait ce communiqué de Simone qui montre clairement qu'elle ne va pas dans ce nouveau projet. Pour terminer, Arthur, je comprends. Il dit, oui, en 2025, la gauche n'a aucune chance d'arriver au deuxième tour. Avec cette cacophonie, je précise. Oui, la cacophonie, nous sommes en 2021. Si. Et je dis, 2025 est encore loin. Oui, on ne peut pas. Tout est possible. Je suis bien d'accord. Et je pense que dans une réconciliation Gbagbo-Afi.
je ne sais pas. Moi, vous posez la question au président Afif, au président Gbagbo, ils vous répondront. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que 2025 est encore loin. Et ce qui se passe peut évoluer rapidement. Si les uns et les autres, les vrais acteurs de la gauche ivoirienne, se rendent compte que leur intérêt, c'est de faire en sorte qu'il y ait un champion au deuxième tour, il n'est pas exclu que d'ici 4 ans, les choses bougent et il ne faut pas être trop pessimiste pour la gauche ivoirienne. Donc on n'aura plus cette cacophonie. Mais bien, tant qu'on l'a, c'est ce qu'il semble vouloir dire. Attendons voir. Monsieur, et cette triste nouvelle pour la Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny nous a quittés vendredi. Un décès survenu en France des suites de complications liées à la maladie à coronavirus. Un homme qui aura marqué évidemment la vie politique ivoirienne. La population se remémore un homme de consensus. Un sujet de Nadia Edja et Tanguy Konan. La grande faucheuse a eu raison de Charles Konan Banny, ex-premier ministre et illustre fils du pays, qui a consacré une grande partie de sa vie au service des institutions nationales et internationales. Il est décédé à l'âge de 78 ans, après son hospitalisation depuis quelques jours à Paris pour cause de Covid-19. La nouvelle est tombée comme un coup près pour la population ivoirienne qui garde à l'esprit la grandeur de l'homme. Je viens d'apprendre qu'il est décédé et c'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire et pour toute la population ivoirienne parce qu'il a été le président du comité de réconciliation et de vérité. Il a servi réellement la nation qui était, qu'on appelle, ancien gouverneur du BCAO. Il a été aussi un porteur de pierre à la réconciliation nationale de Côte d'Ivoire. Autant... Ce matin, je me suis connecté, j'ai vu qu'il avait le Covid. Donc il a amené d'urgence en Europe pour pouvoir le traiter. Je sais que c'est un grand homme de ce pays, il a fait beaucoup de ce pays. S'il est décédé, que son âme repose en paix et que Dieu ait sa main sur lui. Directeur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de 1994 à 2005, Charles Konan Banny est également un diplomate averti. À la suite de la crise politico-militaire de 2002, il est porté à la tête de la primature pour conduire le processus de sortie de crise. De septembre 2011 à décembre 2014, il conduit la commission pour le dialogue, la vérité et la réconciliation. Monsieur, c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. L'ex-premier ministre Charles Konan Banny qui s'en est allé. Quel souvenir vous gardez de l'homme? Monsieur Charles Konan Banny, moi je l'ai rencontré 2 fois dans ma vie. La première, c'était à Soubré, au domicile du regretté Marcel Zadikessi, précisément dans son village à Yakoli Dabo. Et la deuxième fois, ça s'est très mal passé. Charles Konan Banny est la seule personnalité en Côte d'Ivoire qui m'a, comme on dit à Bobo, qui m'a grondé comme poisson pourri. Honnêtement. Pourquoi? Alors, c'est vraiment anecdotique. J'ai écrit un petit test, un billet d'humeur, dans les premiers moments de la gouvernance du président Alassane Ouattara. C'était en rapport avec des nominations que je n'ai pas appréciées à titre personnel. Et donc, le Premier ministre Charles Konan Banny n'avait pas apprécié ces billets d'humeur, à peine 10 lignes. Il m'a fait appeler en présence d'un journaliste, je pourrais les citer, Moussa Traoré, qui a été président de l'UNJCI. C'est cela. Et Charles Konan Banny m'a reçu chez lui à la maison pour me sermonner, mais alors proprement. Je n'ai pas pu placer un seul mot. Il est vraiment la seule personnalité en Côte d'Ivoire qui m'a fait ce coup et je n'ai pu rien dire pour dire que c'était une forte personnalité. Voilà, c'était une très forte personnalité qui avait ces moments de coup de gueule. Là, ces moments de coup de gueule. Il n'avait pas apprécié le fait, il comprenait mon billet d'humeur comme une volonté d'opposer les alliés d'alors, à savoir Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Ça n'était pas du tout mon intention. Et donc, quand par la suite, il y a eu division entre lui, parce qu'il me répétait, tu sais comment est-ce qu'on s'est arrangé pour que ces deux-là puissent s'entendre?
Non, vous n'allez pas... Il a passé son temps à dire cela. Il tenait vraiment à l'alliance entre les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. De sorte que quand il y a eu cette division entre les deux personnalités, je n'ai pas du tout compris parce que j'avais encore en mémoire ce savant vraiment ce savant qui m'avait passé. Arthur? D'abord, moi... Oui, j'ai avalé cela avec beaucoup de... D'abord, moi, le premier souvenir que j'ai de Charles Konan Banny, c'était le gouverneur de la BCEAO au début de la crise. Il avait montré un volontarisme pour ne pas que la crise en Côte d'Ivoire en 2002 emporte la BCEAO. Je le voyais, il venait très souvent à Abidjan et il affichait cette volonté de préserver la stabilité économique en dépit de la guerre. Après, progressivement, il est rentré sur le terrain politique. Je pense que la volonté de Jean Konan Banny d'être candidat du PDC plus tôt, il a reporté sur son petit frère. Malheureusement pour lui, ça ne s'est pas bien marché. Il est arrivé comme Premier ministre avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de formules aussi. Ne soyons pas naïfs, le tandem, voilà, des choses comme ça. La concomitance. La concomitance. Les dates. On a retrouvé quelqu'un qui était un très beau communicateur, qui vous faisait passer 90 minutes de télévision, vraiment à l'aise. Et là, j'ai vraiment aimé, même s'il est parti. Et je l'ai retrouvé dans la campagne de 2010. Et c'était un moment important parce que entre 2005 et 2007, c'était une sorte de rébellion, une sorte de rébellion à Henri Konan Bédié. Et il a pu rentrer en 2010 et prendre sa place dans la campagne qui a porté Alassane Ouattara au pouvoir. Sa deuxième mission nationale, parce que je pense que la première mission nationale, c'était être Premier ministre. Ça s'est terminé de façon un peu mitigée. Sa deuxième mission nationale aussi s'est terminée de façon un peu mitigée. Donc j'ai l'impression que ses missions nationales étaient toujours mitigées, mais ça reste une forte personnalité. Quelqu'un qui s'est battu pour que la crise en Côte d'Ivoire ne détruise pas l'UEMOA. Et c'est quelqu'un qui finalement est revenu dans sa famille politique, au PDC-RDA, et qui a pesé. Et je pense qu'il laisse aujourd'hui un grand vide pour la Côte d'Ivoire. Mais il laisse aussi un grand vide pour son parti, le PDC-RDA, et que son âme repose en paix. C'est le dernier poids lourd aussi d'une famille de frères qui ont marqué la vie. La scène politique. La scène politique ivoirienne, Jean Konan Banny, le général Konan Banny, aujourd'hui Charles Konan Banny. Pensez à tout le village de Morofé et à Msokro. Très bien. Oui, Aristide? Oui, il faut d'abord dire que c'est une grosse perte, hein, tout le monde connaît. Il faut dire que c'est quand même le gouverneur de la BCEAO qui a mis le plus de temps à la tête de cette institution, si je me trompe. Et donc, je voudrais juste insister sur la deuxième mission dont parle Arthur, la mission où il était président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Ça revient à nos politiques de mémoire dont je parlais souvent. C'est le seul instrument qu'on n'a jamais pu évaluer. C'est toujours difficile de conduire un tel processus jusqu'à la fin parce que justement, vous parlez à des gens que vous reformez et qui des années plus tard peuvent se dédire. Donc, je garde de lui quelqu'un qui était un grand technocrate et qui n'a pas réussi finalement à se retrouver en politique. Vous vous souvenez qu'il avait lancé même son mouvement COPAD et j'ai eu la chance, André, tu te souviens, c'est comme ça qu'on s'est connus. J'ai écrit quelques mois dans le journal qui était proche, Événement, qui était proche. Et j'ai eu la chance de le rencontrer grâce à Ange Dagaré Dasso, qui avait lancé un mouvement, le Club International, un club service, Club International Félix Houphouët-Boigny. Et Ange partait de l'idée que Houphouët-Boigny était internationaliste et qu'il fallait toutes les sensibilités africaines et internationales. Et c'est comme ça qu'il m'avait coopté pour faire partie de ce groupe. Et donc, on a rencontré Charles Konan Banny chez lui. Je crois qu'il n'était plus Premier ministre. Et ce jour-là, il nous a entretenus pendant 3 heures de temps. Il est bon. Et il est quelqu'un d'extrêmement brillant. Extrêmement brillant. Et nous avons perdu un très grand temps. Très bien. Guillaume Bateau, une dame nous dit qu'il était modéré, contrairement aux autres hommes politiques. Il inspirait respect, même s'il n'a pas achevé ses ambitions politiques. Vous partagez ce point de vue? Oui, d'abord, présenter mes condoléances vraiment à la famille du Premier ministre Charles Konan Banny. Je pense notamment à mon ami frère Désiré Banny, qui est son neveu. Et à toute la famille, c'est une perte, on l'a dit. Je pense que, oui, modéré, peut-être c'était le banquier. Moi, j'ai eu aussi la chance de discuter 2 ou 3 fois avec lui, un peu dans la même condition qu'André. Alors, moi, mon anecdote, c'est justement au lendemain de la casse de la BCEAO d'Abidjan, quand Sia Popo fait la casse de la BCEAO d'Abidjan, il arrive à Abidjan et il doit rencontrer le président Gbagbo qui, à l'époque, est en vacances à San Pedro. J'ai la chance de faire partie de la mission avec personnellement le ministre Bougadoudou. Donc, on se retrouve dans l'avion et puis on arrive à San Pedro après son entretien avec le président Gbagbo. Donc, il vient au devant de la presse
Pourquoi on lui pose des questions? Et moi, je lui demande, mais, monsieur le gouverneur, comment vous faites? Et puis, quelqu'un peut sortir de la BCAO avec autant de milliards en une journée? Votre système de sécurité est défaillant. Mais sur place, il s'est contenu. Sur place, il s'est contenu, mais quand on est remonté dans l'avion après, ça n'a pas raté. Il m'a fait venir, parce que j'étais un peu... eux étaient devant, nous étions derrière. Il a dit à un de ses collaborateurs, faites-moi venir le jeune homme là. Et puis, il a commencé, oui, mais est-ce que vous savez comment on gère une banque? Il vous a fait un cours en sécurité. A discuté, oui, mais vous êtes jeune, vous connaissez la Côte d'Ivoire, comment on a créé ce pays? Et puis, je crois, le lendemain, il m'a fait encore venir chez lui à la maison vers l'université. Et là, on a discuté. Et chaque fois qu'on avait l'occasion, quand il était Premier ministre, je me souviens aussi qu'à Yamoussoukro, on avait eu un long débat sur la loi sur la presse, à l'époque. Et puis, bon. Donc, il avait une vision de la Côte d'Ivoire. On n'était pas toujours d'accord, du point de vue idéologique et ce genre de choses, mais il avait sa façon de voir. Mais je pense qu'il était aussi attaché à cette pluralité, le fait que les Ivoiriens se parlent. Je crois que c'était un de ses leitmotifs, se parler, pouvoir discuter des questions. Et quand il est devenu Premier ministre, il a essayé autant que faire se peut, je me souviens, avec beaucoup d'autres amis de la presse, de faire une communication vraiment dynamique, ouverte à toute la presse. C'était quelqu'un qui n'était pas vraiment... Bon, on comprend parce qu'il venait d'arriver de Dakar, et il a essayé d'être vraiment à équidistance. Mais bon, c'est dommage aujourd'hui, alors que certaines informations laissaient entendre qu'il aurait pu encore revenir en politique, notamment pour les élections de 2025. C'est dommage qu'il s'en aille en ce moment-là. Absolument. Alors, monsieur, il ne nous reste plus que 8 minutes pour terminer cette émission. Vous me permettrez de passer au sujet suivant. L'actualité, notamment dans la sous-région ouest-africaine, suite au coup d'État du 5 septembre dernier qui a renversé le président Alpha Condé en Guinée. Une mission de la CEDEAO a rencontré le président déchu, le colonel Mamadi Doumbouya, chef des Poutistes, nouvel homme fort de Conakry, qui continue de bénéficier du soutien d'une bonne partie de la population guinéenne ainsi que de l'opposition. Les précisions de Pierre Dipomelin. Les militaires au pouvoir en Guinée ont reçu à Conakry une mission de la CEDEAO, venue s'enquérir des nouvelles de l'ex-président Alpha Condé à Conakry. Cette visite de terrain visa aussi à échanger avec les nouveaux maîtres de Conakry, à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya. Nous avons eu des rencontres avec le comité national de redressement et avec à sa tête, bien sûr, le colonel Mamadi Doumbouya. Et nous avons eu des échanges très positifs. Et nous avons eu également la possibilité de rencontrer l'ancien président, le président Alpha Condé. Et donc nous avons également échangé avec lui. Et comme ce sont les chefs d'État qui nous ont mandatés de venir donc, pour cette mission, nous allons rendre compte aux chefs d'État des résultats de nos échanges. La rencontre se tient au moment où les putschistes, en quelques jours, ont tenté de gagner la confiance de la population et de la classe politique guinéenne. Doumbouya, c'est espoir pour la Guinée. On le souhaite qu'il fait tout, il donne la main à tous les Guinéens, qu'on travaille ensemble. Il est l'homme de la situation, car il a libéré le pays. Et je sais bien, après les discours tenus, nous devons faire en sorte que ces discours ne soient pas que des mots, mais que ça se matérialise en actes. Et que le peuple lui soutienne à continuer les œuvres qui peuvent aider le pays à se développer. Les putschistes eux-mêmes ont dit qu'ils ont des comptes à rendre pour le peuple. Ils ont estimé que le président destitué n'a pas pu relever le défi, l'attente du peuple. Donc pour eux, ils sont venus pour lutter contre la corruption. Nous les attendons pour l'employabilité des jeunes, surtout les jeunes, et pour lutter contre la malgouvernance, la justice surtout, rendre justice aux victimes politiques de 1958 jusque-là. Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, appelle la communauté des États ouest-africains à ne pas imposer de sanctions économiques à son pays après le putsch qui, selon lui, permet de sortir d'une situation de non-droit. Non, je ne serais pas favorable aux sanctions économiques. Comme je vous l'ai dit, d'abord, je trouve que c'était l'implication de l'armée pour mettre fin à un mandat illégal et illégitime était pour moi une décision qui est bienvenue. Donc pour moi, la gente ne mérite pas d'être sanctionnée pour ça. Parce que pour moi, elle a mis fin à une situation de non-droit. Si vraiment elle s'engage résolument à aller vers l'ordre constitutionnel en organisant des élections libres et transparentes
dans un délai raisonnable, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de la sanctionner. Les dirigeants des États ouest-africains ont suspendu mercredi la Guinée de leur organisation régionale, mais se sont gardés de prendre des sanctions économiques en attendant l'envoi d'une mission diplomatique. Lors du sommet virtuel du mercredi dernier, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont qualifié ce putsch de violation claire de la charte sur la bonne gouvernance. Monsieur, au pas de course, les leçons et les enjeux de ce coup d'État en Guinée, Guillaume? Comme d'habitude, moi je condamne fermement ce coup d'État. Je ne sais pas qu'est-ce qu'un caporal transformé en chef de force spéciale peut apporter aujourd'hui à la Guinée. C'est malheureux, c'est dommage et je pense que mes parents guinéens ont tort d'être contents aujourd'hui parce que ce monsieur que je vois, ça ne présage de rien de bon. C'est dommage pour notre continent que chaque fois, ce soit des militaires qui parlent à peine français qui se retrouvent à la tête de nos pays. Moi, je suis vraiment malheureux. J'espère seulement que nos parents guinéens vont se ressaisir très rapidement, réunir des conditions pour faire en sorte que ces putschistes ne restent pas longtemps à la tête de la Guinée, parce que la Guinée n'avait vraiment pas besoin de ce coup d'État. J'entends des gens essayer de justifier. Moi, je dis, il faut rester ferme face à tous les putschistes. Aucun coup d'État ne doit être défendu. Si on estime que la démocratie est mise à mal par un certain nombre de pratiques, c'est par les moyens démocratiques qu'il faut les combattre. Et non laisser les gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent se retrouver du jour au lendemain à la tête de nos pays. C'est vraiment dommage. André? Oui, moi je ne me fais aucune illusion par rapport au lieutenant-colonel Doumbouya. Sauf erreur de ma part, je ne sais pas si la situation a évolué, mais cela fait une semaine quand même. Et il n'y a toujours pas de gouvernement. Cela présage quand même de certaines difficultés que la transition va rencontrer. Mais pour moi, mon postulat, il est très clair. Un coup d'État reste un coup d'État. Un coup d'État, il est condamnable, quelle que soit sa forme. Un coup d'État militaire n'est pas plus condamnable qu'un coup d'État constitutionnel. Un coup d'État constitutionnel n'est pas plus condamnable qu'un coup d'État électoral. Et un coup d'État électoral n'est pas plus condamnable qu'un coup d'État paramilitaire. Je vais parler d'une rébellion. Et donc, quand vous avez écouté, par exemple, Georges Weah qui a posé effectivement le problème des patrouillages des constitutions qui justifient l'entrée de certains militaires sur la scène politique, eh bien, on doit vraiment voir cela. Parce que, rappelez-vous, au Mali, il y a eu un coup d'État électoral de IBK qui voulait forcément faire admettre la victoire électorale de 31 députés issus de son camp. C'est cela qui a causé les crises, les populations qui descendaient dans les rues et autres. Ça a servi de prétexte au coup d'État. Comme la modification de la Constitution par Alpha Condé, donc un coup d'État constitutionnel, a servi encore de prétexte, quand bien même je suis convaincu que ce n'est pas forcément cela qui a motivé Doumbouya. Mais pour moi, un coup d'État reste toujours un coup d'État et quelle que soit la forme, il est condamnable. Arthur Banga, quand vous convoquez les annales de l'histoire, finalement, les hommes en armes en Guinée ont beaucoup de fois fait intrusion dans la vie politique. Oui, déjà la mort de Sékou Touré, Lansana Conté lui-même, à la mort de Lansana Conté d'Addis Camara. Et malheureusement, dans tous ces coups d'État qui sont succédés en Guinée, il y a eu toujours de la dictature, toujours, ça s'est toujours mal terminé. On se souvient de l'épisode d'Addis. Moi, ce que je veux dire, c'est que tout coup d'État est condamnable et à condamner. Au-delà même d'un troisième mandat, justifié ou pas, il y a qu'est-ce qu'on fait ensuite. Moi, j'ai fait l'analyse comparée la dernière fois de la situation en Côte d'Ivoire en Guinée. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara a su apaiser. Mais Alpha Condé n'a jamais su apaiser la Guinée. Voilà, il a continué à garder son principal opposant en résidence surveillée, plus de 800 personnes en prison. Il n'y a pas eu encore une dynamique positive après les élections. Déjà même dès le 11 novembre, Ouattara rencontre Bédié, ensuite Laurent Gbagbo, mesures de grâce, etc. Ça apaise. Et ça permet d'aller. Mais en Guinée, on n'a pas apaisé un seul moment. Ce que je veux dire, ça c'est déjà fait. Aujourd'hui, les yeux doivent être fixés sur la CEDEAO. La CEDEAO doit faire en sorte que le temps de transition
d'abord, durant ce temps de transition, l'impact, l'influence des militaires soit la plus faible possible. Et ensuite, préparer cette transition pour une élection transparente. Parce que la Guinée n'a jamais eu d'élection satisfaisante. Ça aussi, c'est un problème. Il n'y a pas un moment en Guinée, on finit une élection et puis on va... Ça, même en Afrique, au bout d'un moment, ça devient fatigant. Voilà. Donc, il faut que la CEDEAO prenne ses responsabilités, qu'elle veille au grain sur la situation en Guinée, qu'elle veille à toutes les étapes des élections. Pas le jour des élections, déjà. La liste, comment tout ce mécanisme est mis en place pour qu'on puisse retrouver une Guinée qui est très importante pour notre sous-région. C'est un pays voisin, voisin de notre ami Bateau. Mais j'ai mes parents là-bas, j'ai mes parents. Alors, il nous reste 2 minutes, hein. On va aller rapidement. Sylvain? Oui, moi, ce qui se passe en Guinée, je suis indifférent. Hein. Je suis indifférent. Pourquoi? Parce que c'est l'éternel recommencement. C'est-à-dire que les hommes politiques dans ce pays-là n'ont véritablement jamais tiré de leçons de leur propre histoire. La Guinée n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui a une tradition de coup d'État. Bon, elle est à son 3e coup d'État. Cela a été peut-être mûri, hein, parce qu'on a le premier président qui a fait une longue présidence, il est décédé en 1984, et à partir de là, à chaque fois, le changement de régime se faisait par POUC. Et quand on a un tel pays, quand on sait que les militaires n'hésitent pas à faire intrusion dans la vie politique, quand on a les affaires publiques à gérer, on fait quand même attention. Absolument. Voilà. En Afrique, c'est le cas du Niger. Au Niger, aujourd'hui, je ne sais pas quel est ce président qui va s'hasarder à faire du tripatouillage. Ben, donc là, ce que je veux dire pour la CEDEAO, en tout cas, il est plus qu'impérieux qu'on aille maintenant vers la CEDEAO des peuples que la CEDEAO institutionnelle. Parce que ce qui se passe à la vérité, je crois que ça, c'est de l'hypocrisie. On vient, on condamne pour le principe, mais on ne règle pas véritablement les problèmes à la base. Ce qui a abouti au coup d'État en Guinée, on savait bien qu'il y avait une crise latente. Qu'a fait la CEDEAO pour pouvoir, comme le disait tout à l'heure Arthur, pour que le président guinéen ait cette pression-là pour pouvoir apaiser? Il ne suffit pas aujourd'hui, dans la gouvernance, de surarmer une partie de l'armée, de donner quelques armes puissantes et puis de délaisser une partie des militaires et puis espérer qu'on a la protection. C'est celui-même que vous avez surarmé là, c'est celui qui vous descend et ce qui est arrivé en Guinée. C'est cela. Donc, je suis vraiment désolé, mais je souhaite que Dieu bénisse ce pays et que les prochaines élections se passent vraiment de façon transparente, sans problème, pour que, plus que jamais, la Guinée ait un régime stable. Et c'est une période de transition qui doit leur permettre de réfléchir. La limitation des mandats, les conditions d'une élection transparente. Repartir sur de nouvelles bases, vous voulez dire. Si on ne peut pas limiter les mandats, il faut sauter ce verrou. Très bien. Bon, on va avoir des présidences à vie, comme ça on va rester tranquille. Très bien. Aristide, rapidement. Très rapidement, on condamne le coup d'État et juste dit que j'ai vu Cellou Dalein Diallo, le principal opposant, dit qu'il demande à la CEDEAO de ne pas apporter sanction parce qu'il pense que son tour est arrivé et je lui demande... Il dit qu'il accorde le bénéfice du doute à la junte. Voilà. C'est une erreur grave. Et je lui dis simplement de ne pas être naïf. Il ne faut pas qu'il soit naïf. Très bien. À la fin, pour terminer. Dommage qu'il ne reste plus assez de temps. Moi, pour faire de la provocation, je dirais j'attends le prochain coup d'État contre Mamadi Doumbouya. J'attends le prochain coup d'État contre Goïta au Mali. Parce que un coup d'État militaire, ce n'est pas la même chose qu'un prétendu coup d'État constitutionnel. Un coup d'État militaire, il vient, il déchire la Constitution. Le coup d'État constitutionnel, il applique une Constitution, il ne déchire pas. Il applique une Constitution selon une vision qu'un autre considère comme une violation. La Constitution est là, elle est en vigueur. Les poutistes, quand ils arrivent, ils suspendent la Constitution. Ouais. La Guinée n'a pas de Constitution actuellement, elle n'a pas de gouvernement. Le Mali a une charte, je ne sais pas, et puis ils reviennent encore une charte de transition. Donc, il ne faut pas identifier ce qu'on appelle troisième mandat ou une interprétation de la Constitution à un coup d'État constitutionnel qu'on mettrait sur le même pied qu'une intrusion des militaires qui vient suspendre une Constitution qu'on demande de respecter. Vous dites de respecter la Constitution, d'accord. On ne l'a pas respectée. Quelqu'un vient et puis la suspend. Il la déchire. Alors que l'autre qui ne l'a pas respectée, là, il continue de l'appliquer selon sa vision. C'est vous, votre vision qui n'est pas prise en compte. Alors, s'il y a des bons coups d'État, c'est le prochain coup d'État contre Mamadi Doumbouya, c'est le prochain coup d'État contre Goïta. Et j'en appelle aux gens à le faire.
Oui, Ah, mais bien sûr. Ah, s'il vous plaît. Mais bien sûr, il faut que les gens arrêtent de justifier l'injustifiable. Absolument. Parce que si on peut justifier leur coup d'État, on trouvera à justifier des coups d'État contre eux. Il faut que ça cesse en Afrique. Ce n'est pas juste. On ne doit pas faire la fine bouche en mettant toutes les impostures dans le même panier. Ce n'est pas acceptable. D'accord. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est plus un coup de gueule qu'une invitation à des activités subversives. C'est pas la même chose. Bien d'accord. En tout cas, merci à vous, monsieur André Silver-Conan, Pour une fois, je suis d'accord avec Arthur le régime. Banga, Sylvain Guédé-Debaï, Guillaume Bateau, Arissine Nkenda, Alafé Wakili. Je rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, en fin d'émission, nos consultants attribueront des cartons de couleur rouge ou verte selon que des institutions ou des personnalités se sont illustrées de bonne ou mauvaise manière. En tout cas, merci à vous d'avoir pris part à ce débat. Vous pouvez poursuivre le débat chez vous sur Internet. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain. Coup de cœur pour les éléphants.